La venue d'un bébé est l'un des événements les plus bouleversants d'une vie. Devenir maman, beaucoup en rêvent. Mais malheureusement, certaines femmes ne peuvent pas réaliser ce rêve. Mais d'autres oui. Pour celles qui ont pu le faire, le bonheur fut généralement immense. On dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui que l'on ressent pour son enfant. Mais que se passe-t-il lorsque face à son enfant, une mère ne ressent aucun amour et y voit le vide total, à tel point d'en venir au drame? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans une affaire absolument terrible et triste. Nous sommes le 21 octobre 2003. Philippe Gravat, un agriculteur, se promène en plein jour dans le bois de Galfing à Orin. Il s'agit d'une forêt plutôt tranquille où l'on peut se balader. Il profite de sa balade et de l'air frais. Et tout se passe plutôt bien jusqu'à ce qu'il fit une découverte macabre. Au sol se trouvent 3 sacs poubelles. Et Philippe est plutôt curieux. Il décide de les ouvrir. Et à l'intérieur, il y voit un placenta, des serviettes avec des vêtements tachés de sang et 4 petits corps sans vie. Il s'agit de 4 nouveau-nés. Ils sont 3 filles et un garçon. L'un avait le cordon ombilical arraché et 2 autres avaient une cordelette autour du cou. La découverte est horrible. Une terrible scène se trouve devant Philippe et il ne comprend pas qu'est-ce que ces bébés font là et qu'est-ce qui a bien pu leur arriver à ces pauvres petits. L'agriculteur est choqué et secoué par cette horrible découverte. Il a immédiatement averti la police. Une enquête est ouverte et on recherche désormais le criminel derrière ce quintuple néonaticide. Et par définition, un néonaticide, c'est un homicide commis sur un enfant né depuis moins de 24 heures. Et pour revenir à l'affaire, cette découverte va bouleverser la région et susciter l'incompréhension la plus totale chez les habitants. Le 28 octobre 2003, le contenu des sacs a été analysé et expertisé. Une cellule de recherche baptisée Infanticide 68 a été mise sur l'affaire. Et elle comprenait 11 gendarmes et autant vous dire qu'ils ont fait un énorme travail de recherche. Une grande campagne de prélèvement a été lancée puisque ce sont près de 340 prélèvements qui ont été faits. Mais malheureusement, cela n'aboutira à rien. Et toutes les pistes ont été évoquées, comme la possibilité d'un crime dans le milieu d'une secte ou de la prostitution, mais tout cela ne va rien donner. Près de 400 personnes ont été entendues. Mais malgré l'absence de résultats, l'enquête va tout de même se poursuivre. Les expertises génétiques avaient permis de déterminer le profil génétique des bébés, mais pas d'identifier leurs parents. On a tout de même réussi à isoler l'ADN de la mère des bébés et on a pu voir qu'ils avaient tous le même père. Le profil génétique des 2 parents soit alors inscrit au FNAIC, c'est-à-dire le fichier national automatisé des empreintes génétiques. À cette époque, c'est une information judiciaire contre X pour homicide volontaire qui est lancée, ainsi qu'un appel à témoins concernant un pantacourt de taille 38 en 2008. Une autopsie a été réalisée et elle va permettre de révéler que les bébés étaient nés en bonne santé. Et tout cela soulève de nombreuses questions. Comment une mère a-t-elle pu tuer ses propres enfants? Et malgré tous leurs efforts, les dossiers des bébés morts-nés n'avancent pas et va finir par être fermé en 2009 pour faute de preuves. Le mystère reste entier et un non-lieu est prononcé. Le 1er janvier 2013, l'avocat Thierry Mosé, qui travaillait pour l'association Enfance et Partage, a demandé une réouverture de l'affaire avec l'évolution et les progrès de la science concernant les recherches d'ADN. Peut-être que désormais, il serait possible d'avoir une correspondance. Le 13 avril 2016, la demande a été acceptée et l'enquête a été réouverte. L'empreinte génétique de la mère a à nouveau été envoyée au FNAIG, mais malheureusement, il ne matchait avec aucun ADN. L'affaire stagne à nouveau et il faudra attendre près de 14 années ensuite, c'est-à-dire en 2016, pour qu'un nouvel élément plutôt étonnant fasse relancer l'affaire des bébés de Galfing. Nous sommes le 4 septembre 2016 à Petit Landau. Il s'agit d'une banlieue de Mulhouse. Une bagarre entre une femme et ses voisins éclate. La femme de 53 ans, son mari, ainsi que son fils aîné sont impliqués dans la bagarre, mais il s'agit de rien de grave. Les policiers sont appelés sur place. Ils les ont séparés et ont fait des prélèvements sur eux.
La femme est une quinquagénaire qui semble mener une vie plutôt paisible et sans histoire en apparence. Après cette bagarre, les policiers rentrent au poste et inscrivent l'ADN de la femme dans leur base de données et là, c'est la stupeur. L'ADN de la femme matche avec des prélèvements trouvés dans une triste affaire criminelle. Comme vous l'aurez compris, l'ADN des bébés retrouvés morts dans la forêt de Galfing correspond avec celui de cette femme. Ainsi, le mystère des bébés de Galfing est enfin résolu et tout cela par pur hasard. Les policiers sont alors surpris de cette découverte fortuite mais également très choqués. Ils procèdent donc à son arrestation. Et c'est le 27 novembre 2017 que Sylvie Horning est arrêtée à son domicile où elle y vit avec sa famille près de Mulhouse, toujours à Petit Landau qui se trouve à 40 km de la forêt de Galfing. Elle aurait déclaré à ce moment-là « Je sais pourquoi vous venez ». Une fois placée en garde à vue, Sylvie Horning a reconnu directement être la mère de ses enfants et surtout, elle a reconnu avoir commis les crimes. Elle dit avoir été l'auteur de l'intégralité des faits d'homicide sur ses enfants qui venaient de naître. C'était le choc total pour les policiers. Mais autant vous dire qu'ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Lors d'une perquisition à son domicile, ils vont faire une macabre découverte puisqu'ils vont tomber sur un 5e petit corps dans une glacière. Comme vous l'aurez deviné, il s'agissait d'un autre bébé mort. Et Sylvie va également avouer avoir tué celui-ci. Durant sa garde à vue, lorsque les inspecteurs vont lui demander pourquoi elle a tué ses propres enfants, elle a répondu « C'était un truc dans mon corps dont je ne voulais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je les ai cachés dans un coin. C'était presque devenu une habitude. 1 fois, 2 fois, 3 fois. » Elle a expliqué avoir accouché 5 fois seule dans sa salle de bain, dans sa maison, avant de faire disparaître les bébés. Elle les avait étouffés ou étranglés dans une serviette de bain. Elle les avait recouverts d'une serviette afin de ne pas les voir. Elle les cachait dans le cagibi durant des années et elle les a ensuite abandonnés dans la forêt. Il n'y avait personne au domicile lors de ces accouchements, selon ses dires. Ces crimes se seraient déroulés ainsi durant une dizaine d'années sans que son compagnon ni ses proches ne s'aperçoivent de quoi que ce soit. Le père de ses enfants, qui est malheureusement décédé en 2018, ne s'était jamais rendu compte de rien. Les naissances auraient eu lieu entre 1993 et 2005. Et lors de son arrestation, on apprendra également que Sylvie a 3 enfants toujours en vie. Elle les a probablement eus avant de tuer les autres bébés. Elle va expliquer à propos de ses enfants qu'elle n'en voulait pas. Elle ne vivait pas ses maternités, elle ne les avait pas investis et lorsqu'elle a accouché, ce sont des grossesses qui sont allées à terme et elle a décidé de les supprimer. Je précise que ce sont ses propres mots. Allons nous plonger un petit peu plus sur la vie de Sylvie Horning et de son histoire. Sylvie Horning est la benjamine d'une fratrie de 7 enfants. Elle est graveuse industrielle. Elle a vécu à Petit Landau à Orin. Elle a un époux et des enfants. Elle a été élevée par une mère dite pathogène et un beau-père qu'elle accuse de l'avoir violée lorsqu'elle était encore enfant. Son mari est issu d'une fratrie de 10 enfants et orphelin de mère. Ils ont une relation très fusionnelle durant 34 ans. Sylvie a expliqué avoir vécu une enfance où elle n'avait pas le droit à la parole. Elle croyait que son beau-père était son père. Et ce dernier, d'ailleurs, a trouvé la mort quand elle avait 9 mois. Selon ses dires, sa mère a épousé son père à 15 ans. Et elle avait 6 ou 8 ans quand son père l'a violée, ce qui est arrivé à 3 ou 4 reprises. Elle ne sait pas si sa mère le savait ou non, et elle a toujours refoulé cet acte de violence, sauf au moment de la garde à vue où elle a enfin décidé d'en parler. Sylvie Horning a connu qu'un seul homme dans sa vie, c'était Antonio, qui était tuyauteur de profession. Elle l'a rencontré à 19 ans. Ils se sont installés ensemble rapidement et elle est très vite tombée enceinte. Le couple aura 3 enfants. Anthony, né en 1985, Marie, née en 1990 et Tiffany, née en 1999. Elle ne parlera jamais de ses viols à son compagnon. Lorsque le couple s'est mis avec et a aménagé ensemble, il s'agissait d'une délivrance pour eux.
puisque tous les deux étaient très blessés par la vie. Ils sont décrits comme un couple très fusionnel et faisant absolument tout ensemble. Ils aimaient rester que tous les deux. Sylvie pouvait être fâchée pendant une longue période avec un ou l'autre de ses enfants, mais elle ne faisait jamais rien sans Antonio. La belle-sœur de l'accusé ajoute qu'après l'arrestation de Sylvie, Antonio a d'abord ressenti de la haine, mais qu'elle s'est vite éteinte. Elle dit qu'il ne pensait qu'à aller la voir en prison, qu'il ne comprenait pas ce qu'elle avait fait, mais qu'il la soutiendrait jusqu'au bout. Donc tout semblait aller pour le mieux dans le couple. Les 3 enfants de Sylvie Horning, qui étaient toujours en vie, ont été bouleversés en apprenant cette terrible nouvelle. Ils ont appris en même temps que leur mère était une criminelle et une menteuse et qu'ils avaient plusieurs frères et sœurs qui n'ont pas pu vivre et que leur propre mère avait ôté la vie à ses frères et sœurs. Ils ont eu des témoignages difficiles à son propos. Sa plus grande fille a déclaré « C'est une femme, mais ce n'est pas une mère. Elle n'aurait jamais dû avoir d'enfant. » Elle n'avait plus trop de relations avec sa mère durant la période où elle fut arrêtée. Pour honorer son père, elle a continué de l'avoir en prison. Quant à son fils aîné, il a expliqué qu'il y avait un manque réel d'affection de sa part. Et sa plus petite fille lui a reproché d'avoir détruit sa vie. Parmi les 3 enfants, les 2 fils ont été cités comme témoins et le fils s'est constitué partie civile. Ses enfants l'ont décrite comme une mère qui avait un grand manque d'affection envers ses enfants. Mais elle n'était pas violente, elle ne les frappait pas et les donnait ce dont ils avaient besoin du point de vue matériel, mais ils sentaient le manque d'amour. Quant à son mari, il était le père de tous ses enfants. Il avait appris au bout du 6e ou 7e mois les grossesses de sa femme, surtout la grossesse des 2 premiers enfants, tandis que pour le 3e, il l'a appris seulement 3 heures avant sa naissance. Lorsqu'il a appris que sa femme avait tué 5 de leurs enfants, le pauvre homme a été tellement choqué qu'il a dû être hospitalisé. Il a d'abord qualifié sa femme de monstre en apprenant les crimes, puis il a tout de même décidé de la soutenir. Il lui a même demandé en mariage en prison. Et en 2018, malheureusement, il est décédé. Il était apparemment gravement malade. Il a toujours affirmé ne pas avoir été au courant des faits. Les enfants de Sylvie ont été terriblement affectés et traumatisés par ses actions. Les enfants ont vécu des épreuves très douloureuses, puisqu'un an après l'arrestation et que la vérité est éclatée au grand jour, ils ont dû faire face au décès de leur père. Ils doivent également faire face à l'incompréhension, le choc et l'horreur dans laquelle leur mère les a plongés. Sylvie n'a donc pas fait du mal qu'aux 5 bébés qu'elle a tués, mais à toute sa famille entière, qui seront marqués à tout jamais. Pour faire face à cette horrible affaire dans le cadre d'un jugement, une question s'impose. S'agit-il d'un déni de grossesse ou d'un refus d'enfant ? Avant de vous expliquer longuement le procès, j'aimerais faire un point sur le déni de grossesse. Mais je tiens à préciser que je ne suis pas experte dans ce domaine, je ne suis pas médecin ou psychiatre, donc je peux me tromper. Le déni de grossesse est une situation délicate et singulière que les femmes enceintes peuvent vivre. Pendant ce processus, la femme n'arrive pas à identifier et à admettre qu'elle est enceinte. Elle prend alors conscience de sa grossesse tardivement. C'est ce que l'on appelle un déni partial, où elle peut en prendre conscience qu'une fois arrivé son accouchement. C'est ce que l'on appelle un déni total. Qu'est-ce que le déni ? Le déni, c'est le fait de nier une réalité qui s'impose à nous. C'est un mécanisme de défense qui protège le psychisme ou notre cerveau d'une perception douloureuse ou traumatisante pour nous. Chez une femme enceinte qui vit un déni de grossesse, son inconscient va détecter quelque chose de traumatisant dans la grossesse ou dans le fait de mettre au monde un enfant avec toutes les responsabilités qui s'ensuivent. L'inconscient va alors décider de protéger la femme en niant sa grossesse. Celle-ci ne se rendra pas compte immédiatement de ce conflit qui se passe à l'intérieur d'elle-même et sa conscience n'a pas connaissance de ce fait. Le déni de grossesse prive alors la femme de profiter pleinement de cette période et d'accueillir l'enfant en toute conscience. Je sais que cela peut paraître difficile à comprendre pour certaines personnes, mais le déni de grossesse, c'est vraiment quelque chose qui existe.
Et le déni de grossesse peut être très traumatisant pour une femme. L'accouchement est vécu difficilement par celle-ci puisqu'elle n'a pas conscience de sa grossesse. Selon les psychiatres, ces femmes décrivent leur accouchement comme une sensation de se vider d'elle-même. Bien sûr, chaque femme peut vivre un déni de grossesse différemment et avoir des sensations qui lui sont propres à elle-même. Et chacune peuvent également, après l'accouchement, établir une connexion avec leur bébé et vivre cela un peu mieux en paix. Mais dans le cas où cela se passe toujours très mal après l'accouchement, certaines femmes peuvent passer à l'acte du meurtre malheureusement, mais il ne s'agit que d'une minorité. Le premier jugement a eu lieu le 18 janvier 2019 à la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar. Il faut savoir que lors de son audition, à propos des faits, Sylvie Horning a refusé de s'expliquer en détail sur ses crimes. Elle répétait souvent qu'elle ne se souvenait pas ou qu'elle ne pouvait pas répondre. Son avocat, Roland Moeglen, désolé si je prononce mal le nom, a déclaré que l'accusée a toujours regretté les faits et qu'elle n'avait jamais pu expliquer son geste parce qu'elle ne le comprenait pas. Il avait mis en avant un déni de grossesse. Il a également dit les mots suivants. Madame Horning a eu une enfance difficile, violée à l'âge de 6 ans, une mère absente et une éducation sexuelle inexistante. Pour moi, nous sommes dans un cas typique de déni de grossesse avec une psychologie très fragile. Encore une fois, ce sont ces mots. Et à la suite de cette annonce, elle a été analysée par des experts médicaux. Les experts étaient divisés concernant un possible déni de grossesse. Le gynécologue Israël Nissan, désolé si je prononce mal le nom, a retenu un déni partiel de ses grossesses. Il a cependant expliqué que ce genre de cas était rare car, je cite, les vrais néonaticides sont extrêmement rares dans le cas de déni de grossesse. Les bébés ont tendance à mourir par manque de prise en charge. L'accusée avait déclaré aux enquêteurs qu'à partir de 5 mois, elle portait des vêtements amples, se faisait vomir après les repas pour ne pas prendre trop de poids et qu'elle se débrouillait pour se disputer avec son mari afin d'éviter les relations sexuelles. Le psychiatre a refusé cette thèse. Henri Brunner a expliqué que selon lui, l'accusée désirait être enceinte mais elle ne voulait pas d'enfant. Selon lui, Sylvie Horning ne souffre d'aucun antécédent ou anomalie psychologique. Il a d'abord rappelé devant la cour que l'accusée a gardé ses 2 premiers bébés car ils étaient véritablement désirés. Puis elle a indiqué que si son 3e enfant avait survécu, c'était uniquement parce qu'elle avait changé d'avis au dernier moment. Henri Brunner a ainsi expliqué, face à la thèse de déni de grossesse, les mots suivants. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre un déni de grossesse et le fait d'étouffer son bébé. Et pendant ce temps, l'accusée n'a montré aucune émotion. Elle est restée totalement indifférente face aux accusations et quand elle expliquait ce qu'elle avait fait. Toujours selon Henri Brunner, l'accusée avait pleinement conscience de ses 5 autres grossesses qui ont tourné en drame. Cette thèse est appuyée par ses propos en garde à vue puisqu'elle avait confié les mots suivants. « J'en voulais pas, je les ai sentis bouger, mais c'était pas les bébés, c'était des êtres qui grandissaient en moi. » Cela veut dire qu'elle n'arrivait pas à tisser des liens avec ses enfants dans son ventre. À la suite de ces propos, il a été expliqué que l'accusé vivait plutôt un refus d'enfant. Il était donc difficile de trancher définitivement s'il y avait oui ou non un déni de grossesse. Marilyn Correa, une avocate d'Enfance Majuscule, qui est une des 2 associations de défense des droits des enfants qui se sont portés partie civile dans ce procès, a déclaré que ce ne sera pas le procès du déni de grossesse. Madame Horning ne dit à aucun moment en garde à vue ou devant le juge d'instruction qu'elle n'était pas consciente qu'elle était enceinte. Elle a dit qu'elle n'en voulait pas, pour moi ce n'était pas des bébés. Elle accuse alors de mentir sur ce propos et sur l'histoire de déni de grossesse. Elle a également ajouté les mots suivants. Notre association souhaite à travers ce procès délivrer un message. Il existe des solutions pour éviter ces drames. Il y a évidemment la contraception, les IVG ou encore l'accouchement sous X, des possibilités offertes aux femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Encore une fois, ce sont ces mots. La thèse du déni de grossesse a été refusée par le jury. Elle risque alors la prison à perpétuité et est accusée d'avoir donné la mort à 5 mineurs de moins de 15 ans. La juge Marie-Catherine Marchionni a retenu 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Sylvie Horning. Cette décision fit scandale auprès de son avocat.
Il s'agissait d'une peine lourde envers l'accusé selon lui. Le jury a voté à l'unanimité qu'il s'agissait d'un homicide aggravé et a voté contre la possible atténuation de la responsabilité de l'accusé au moment des faits. L'avocate générale Mélodie Barbuti, qui représentait le ministère public, avait également demandé 20 ans de prison dans son réquisitoire en expliquant que Madame Horning était responsable de ses actes. Elle doit être punie pour meurtre aggravé, ce que finalement la juge a appliqué. Son avocat a demandé une peine plus légère. Il a demandé au jury d'être plus indulgent. Il souhaitait qu'il y ait un verdict d'apaisement afin que la mère et ses enfants puissent se reconstruire. Outré, il a déclaré les mots suivants. 20 ans, c'est excessif. C'est quasiment le record en France. Manifestement, il faut qu'elle fasse appel. J'espérais un peu moins. En dessous de 10 ans, je n'aurais pas fait appel. 15 à 20 ans, c'est déjà problématique. Son avocat a également été interrogé sur la froideur de sa cliente, ce à quoi il a répondu les mots suivants. C'est sa personnalité, tout se joue contre elle, elle ne communique pas, elle est relativement froide. Même moi, j'ai des relations pas évidentes avec elle. C'est une cliente qui n'est pas facile. Sa réaction, suicide. Je lui dis non, de faire appel, qu'elle ne pourrait pas avoir pire. Elle a 10 jours pour le faire. Sylvie Horning est restée relativement muette durant tout son procès. Mais à l'annonce de sa peine, elle a fondu en larmes et a déclaré « Je regrette d'avoir fait autant de mal à mes bébés, à ma famille, c'est tout ce que je peux dire ». La froideur de l'accusé ainsi que son indifférence n'ont pas convaincu les jurés d'être plus indulgents. Elle n'a démontré aucune forme de regret ou de remords et n'a laissé paraître aucune émotion durant le procès, ni même lorsqu'on lui a montré les photos des nourrissons. De plus, certains nourrissons ont été retrouvés avec des marques de violence, plus précisément avec des marques de strangulation et des cordelettes autour du cou. Un autre élément aggravant est que Sylvie ne se rappelait ni des dates ni des circonstances des décès de tous les bébés. Tous ces éléments n'ont pas été gravés dans sa mémoire. Elle a répété que ce n'étaient pas les bébés, c'était des êtres qui se développaient en moi. Je n'en voulais pas. Je les recouvrais d'une serviette pour ne pas les voir. Soit je les étouffais, soit je les étranglais, je ne sais plus très bien. De plus, rien n'a pu justifier que l'accusée ait continué de tomber enceinte malgré son refus d'avoir ses bébés. À aucun moment elle a essayé d'éviter ses grossesses ou même de donner une chance à ses bébés. Les expertises psychologiques ont confirmé qu'elle avait conscience et qu'elle était informée sur la contraception. Elle avait d'ailleurs déjà pris une forme de contraceptif à un moment de sa vie auparavant et avait déjà pratiqué une IVG en 1985. Au-delà des crimes qu'elle avait commis, la Cour l'a également jugée pour sa froideur et sa dureté face à ses 3 enfants vivants, car elle n'a démontré aucune compassion, bienveillance et forme d'amour envers eux. Je n'imagine pas l'horreur que ces enfants ont dû vivre et la tristesse et le choc ainsi que la colère qu'ils ont dû ressentir lors du procès. Suite à la demande d'appel de l'avocat de Sylvie, son jugement a été réévalué. Le 23 octobre 2020, Sylvie Horning apparaissait à nouveau devant le tribunal du Bas-Rhin à Strasbourg pour un quintuple néonaticide. Juste avant que les jurés ne se retirent afin de délibérer, le président de la cour a demandé à Sylvie si elle avait quelque chose à rajouter. Et elle a répondu « Oui, je voudrais demander pardon au monde entier ». Elle a regardé ses 3 enfants et a rajouté « J'avais un vœu en venant ici, c'était celui de vous voir. Eh bien, je vous vois et je vous aime ». Cette fois-ci, après délibération, elle a été condamnée à 14 ans de prison. Ce jugement a mis fin à une affaire datant de 2003. La Cour avait estimé que l'accusé ne présentait aucun trouble psychologique ni d'altération du jugement. Cette peine paraissait plus adéquate afin que chacun puisse se reconstruire, tant l'accusé que ses enfants, selon les juges. Ce jugement a satisfait plusieurs personnes. L'avocate du fils aîné de la victime, Linda Bellarby, a déclaré les mots suivants. Les enfants ont trouvé cette peine plus adaptée, plus juste que la précédente. Une peine qui a un sens pour qu'il y ait un avenir possible pour elle et ses enfants. Elle a indiqué que les enfants étaient soulagés suite à cette nouvelle peine. Cependant, ils n'ont jamais eu de réponse à leurs questions et malheureusement, ils n'en auront probablement jamais. À propos de cette situation compliquée pour les enfants, elle a déclaré les mots suivants.
Nous avons compris une chose, c'est que elle-même, elle n'a pas d'explication. D'ailleurs, quelle explication serait plausible et entendable? N'oublions pas que c'est leur mère et que de la part de celle qui normalement vous protège, qui est bienveillante et qui est votre rempart. C'est d'elle que vient le malheur. Est-ce que c'est entendable? L'avocat de Sylvie Horning, Franck Berton, a déclaré les mots suivants. Madame Horning est à la fois satisfaite du verdict. On est passé de 20 ans à 14 ans. C'est un pas énorme, mais elle aussi est attristée car elle a l'impression de ne pas avoir été suffisamment comprise ou entendue. Dans cette peine de 14 ans, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas d'altération du discernement et qu'il n'y avait pas de déni de grossesse, sinon on aurait pu penser que la peine aurait été encore moindre. Son avocat a expliqué que ce nouveau jugement est un jugement qui se tourne vers l'avenir puisque cette famille détruite a besoin de temps pour se reconstruire avec une psychothérapie, beaucoup d'amour et énormément de temps. Ce nouveau jugement se présente donc comme une seconde chance pour cette famille. Cette peine tient compte de la gravité des faits, de la personnalité de l'accusé, du travail qu'elle devra effectuer et d'un désir d'apaiser les enfants. Cette affaire est une histoire absolument horrible et elle n'est pas sans rappeler l'affaire des bébés congelés à Séoul, celle de Véronique Corjo qui a tué ses bébés puis les a congelés. Cette histoire est une véritable tragédie, une vraie horreur pour ces pauvres bébés quand on sait qu'ils n'avaient rien demandé et qu'on leur a ôté la vie. Sylvie aurait pu les donner à l'adoption si elle n'en voulait pas ou si elle ne se sentait pas capable de les aimer. Sylvie semblait avoir une vie stable. Elle avait un travail et s'entendait très bien avec son époux. Elle avait beaucoup d'amour pour lui, mais en revanche, elle semblait avoir du mal à en éprouver pour ses enfants. Du moins, elle les aimait, mais elle avait du mal à leur montrer cela. Pourtant, elle a gardé 3 de ses enfants vivants. Elle les a élevés sans acte de violence ou de maltraitance sur eux. Ces enfants, comme je l'avais dit, ont confirmé avoir reçu un manque d'affection de sa part, mais si elle a gardé ses 3 enfants en vie, je suppose que c'est parce qu'elle les aimait et qu'elle avait une connexion avec eux, même si elle n'avait pas spécialement suffisamment d'affection à leur donner. Pourquoi avoir préservé ses 3 enfants et avoir sacrifié les autres? Sylvie Horning est tombée enceinte de nombreuses fois de son partenaire. Et un fait intéressant, c'est qu'elle a dit au juge que je n'en voulais pas. Je les ai sentis bouger, mais c'était pas des bébés, c'était des êtres qui grandissaient en moi. Cela veut dire que pour elle, elle n'avait pas de connexion avec eux. Mais pourtant, ces êtres grandissaient bel et bien en elle. Je ne sais pas si elle avait un problème avec la grossesse en soi, ou si elle n'aimait pas le fait d'être enceinte, ou si elle avait déjà fait des dépressions post-partum après la venue de ses enfants qu'elle a gardés en vie. Si elle ne voulait pas en avoir d'autres, elle aurait pu utiliser un moyen de contraception, mais elle ne l'a pas fait. Mais au lieu de ça, elle a continué à tomber enceinte et à mener ses grossesses à terme et à tuer les bébés. Les néonaticides sont des actes horribles et rien ne justifie ces actes. Mais il paraît clair qu'ils apparaissent dans un contexte psychologique bien plus complexe qu'il n'y paraît et difficile de comprendre et de juger. On ne cherche pas à trouver des excuses à Sylvie Horning, mais les jurés ont vraiment voulu essayer de comprendre ce contexte très compliqué. Bien que chaque cas de néonaticide et d'infanticide est singulier, beaucoup de mères ayant commis ces crimes ne viennent pas forcément de milieux pauvres. Et certaines d'entre elles viennent de familles aisées et ont accès à la contraception pour la majorité. Même celles qui proviendraient d'un milieu modeste pourraient avoir accès à la contraception. Elles ont même eu des enfants dont elles se sont occupées et ont poursuivi un travail. Elles sont des épouses dévouées et entretiennent de bons rapports avec leur mari. C'est intéressant de voir le décalage entre leur profil et les actes horribles qu'elles ont commis. Selon les spécialistes, ces femmes ne sont ni folles ni malades et elles sont souvent prisonnières d'une situation qui les angoisse et les dépasse. Rien ne justifie de tuer ces enfants, surtout qu'il existe d'autres solutions de nos jours. Ces bébés pouvaient recevoir l'amour dont ils avaient besoin auprès d'une autre famille. Étrangler son enfant est un acte horrible. Il est difficile de comprendre comment Sylvie a pu porter durant 9 mois dans son ventre ces bébés et les sentir bouger et se développer. Puis les mettre au monde dans la douleur et ne sentir aucun amour et rester indifférente face à eux, et trouver encore la force de les étrangler ou de les étouffer. Mais un fait intéressant est qu'elle couvrait la tête des bébés avec une serviette avant de les tuer, comme si elle n'osait pas les regarder droit dans les yeux avant de les faire souffrir.
Pour les psychiatres, ces parents meurtriers ne sont pas en mesure de voir leur nouveau-né comme leur enfant. Ils sont dans un état de dissociation traumatique spécifique. On constate que les mères infanticides ont tendance à garder les corps des bébés qu'elles ont tués. Et les spécialistes justifient cette action par le fait que les bébés qui sont nés et qu'elles ont tués ne sont pas leurs enfants, mais des parties d'elles. Ils ne sont pas des individus à leurs yeux, mais des corps sans vie. Ce que je trouve vraiment triste dans cette affaire et qu'au-delà des meurtres, c'est que Sylvie Horning n'a montré aucune émotion à son procès. Elle ne semblait avoir aucun remords face au crime qu'elle avait commis. Elle était totalement indifférente. Je pense qu'elle n'avait aucun regret car elle était totalement détachée de ses enfants. Elle n'avait aucun lien avec eux dans son esprit, même si elle les portait. Pourtant, je trouve cela difficile d'imaginer se trouver face à un nouveau-né que l'on a mis au monde et l'étrangler sans aucun sentiment. On est face au miracle de la vie et d'un petit être totalement innocent. Je pense qu'il faut avoir une grande cruauté pour rester totalement indifférent et tuer son bébé. Pire encore, lorsque l'on sait que pour son troisième enfant, elle a décidé au dernier moment de le laisser en vie. Cela en dit long sur sa personnalité et surtout qu'elle avait un grand détachement avec ses grossesses et avec la maternité. Pourtant, elle semblait être capable d'aimer puisque son mari et elle avaient un profond amour depuis des années et étaient très fusionnels. Elle s'est occupée de ses enfants, alors pourquoi n'a-t-elle pas pu ressentir de l'amour envers les 5 autres nouveau-nés? Mais ce genre d'affaires reste toujours plus facile à juger qu'à comprendre. Et qu'en est-il de la loi face à ces crimes? Selon la justice, il est vraiment très difficile de juger à perpétuité ces mères meurtrières, car si tuer son enfant est un acte répréhensible et une circonstance aggravante, il apparaît dans un contexte avec des paramètres psychologiques très complexes à comprendre et à juger, ce qui fait qu'elle bénéficie de circonstances atténuantes assez souvent. Je sais que cela peut paraître choquant, mais c'est la loi. Ainsi, les mères meurtrières encourent au maximum une peine de 30 ans de prison, mais elles encourent généralement 15 ans. En France, depuis 1994, l'infraction spécifique à l'infanticide et au néonaticide a disparu du code pénal, c'est-à-dire qu'il n'existe plus de statut qui soit propre aux nouveau-nés. Les femmes qui tuent leur bébé sont jugées comme des criminels du droit commun et donc comme un meurtre sur un mineur de 15 ans. Les avocats souhaitent d'ailleurs créer une infraction spécifique de néonaticide afin de pouvoir mieux juger ces femmes au profil particulier puisqu'elles ont commis des actes terribles mais qu'elles n'avaient pas conscience de tuer leurs enfants. Mais pour elles, elles ont plutôt tué une partie d'elles avec qui elles estiment n'avoir aucun lien. Je pense que les juger sous un régime spécifique pour nouveau-nés et bébés et non pas pour les mineurs de moins de 15 ans serait plus juste et adapté même si l'acte du crime en soi ne change pas et doit absolument être jugé. Pour la société, ces actes sont impensables. Tant le déni de grossesse que les infanticides et néonaticides. L'idée de tomber enceinte et de ne pas s'en rendre compte reste encore un fait incompris, voire impensable pour beaucoup de personnes. Je pense aussi que quelles que soient les conditions de la grossesse et l'état psychique de la femme, rien ne peut justifier le meurtre de son bébé. Aucun enfant ne mérite ce sort absolument terrible. Les affaires de néonaticide sont absolument bouleversantes et choquantes, d'autant que l'on sait que beaucoup de femmes sur Terre rêveraient d'avoir un enfant et feraient l'impossible pour que cela se réalise, mais elles n'y parviennent pas malheureusement. J'espère sincèrement que les 5 bébés tués reposent en paix et que la famille de Sylvie puisse se reconstruire et que ses enfants trouvent une certaine paix et sérénité même si cela paraît très difficile.